En lisant le testament de mes parents, j'ai découvert qu'ils léguaient tout à mon cousin, leur vrai fils. J'ai donc cessé de payer leurs factures. Quand ma mère a texté « Vire l'argent du prêt », ma réponse a été simple. Je ne m'attendais pas à le trouver. Le document qui allait faire voler en éclats tout ce que je croyais savoir sur ma famille. J'aidais simplement mon père avec son ordinateur portable quand j'ai vu le fichier intitulé « Testament final ». La curiosité a pris le dessus. Un clic et mon monde s'est effondré. Il laissait tout à mon cousin Julien. Tout. La maison où j'ai grandi. Leurs économies. Même les objets de famille qui m'étaient promis depuis l'enfance. Les mots se sont gravés dans ma rétine, à notre neveu Julien, qui a été plus un fils pour nous que nous n'aurions pu l'espérer. Notre vrai fils à tous égards. J'ai eu la nausée. Depuis 3 ans, je payais leur crédit immobilier, leurs factures, tout, parce qu'ils prétendaient être en difficulté financière. Et pendant tout ce temps, ils prévoyaient de tout laisser à Julien. J'ai refermé l'ordinateur, les mains tremblantes. J'ai pris une décision sur le champ. Pas de confrontation, pas de drame. J'ai simplement arrêté de payer leurs factures. Je m'appelle Sophie Durand. J'ai 32 ans et j'ai gravi les échelons pour devenir conseillère principale en gestion de patrimoine dans l'un des cabinets les plus prestigieux de Paris. L'ironie ne m'échappe pas, je conseille les autres sur leur sécurité financière tout en étant exploité financièrement par mes propres parents. En grandissant à Saint-Germain-en-Laye, une banlieue aisée et tranquille des Yvelines, mon enfance semblait normale en apparence. Maman travaillait comme professeur d'anglais au lycée et papa était directeur commercial dans une entreprise de fourniture de bureaux. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. Julien est entré dans nos vies quand j'avais 8 ans. Ses parents, la sœur de ma mère, Amélie, et son mari, ont traversé un divorce difficile. Ma tante a déménagé à l'autre bout du pays, à Nice, pour prendre un nouveau départ, laissant Julien, 11 ans, passer la plupart des week-ends et des vacances avec nous, car son père travaillait à des horaires irréguliers comme médecin urgentiste. Au début, j'étais ravi d'avoir quelqu'un qui ressemblait à un grand frère. Mais des choses subtiles ont commencé à se produire que, même enfant, je ne pouvais pas manquer. Pour mon anniversaire, je recevais des cadeaux pratiques, des vêtements, des fournitures scolaires, parfois un livre que je voulais. Quand l'anniversaire de Julien arrivait, c'était des célébrations élaborées, des appareils électroniques coûteux et des voyages spéciaux. Une fois, ils l'ont emmené à Disneyland Paris, quelque chose que j'avais supplié d'avoir mais qu'on m'avait refusé faute de moyens. Julien a besoin d'une attention particulière, disait maman chaque fois que je soulignais la disparité. Ses parents ont divorcé et ils traversent une période difficile. Cette période difficile s'est étirée sur des années, puis des décennies. Même à l'âge adulte, le schéma a continué. Mes réussites étaient saluées par de brèves félicitations, tandis que les moindres accomplissements de Julien justifiaient des fêtes de famille. Après mes études, je me suis lancé à corps perdu dans ma carrière. Je travaillais 12 heures par jour, suivais des cours le week-end et travaillais sans relâche. À 27 ans, j'avais gagné assez pour acheter mon propre appartement et je touchais un très gros salaire. J'étais fier de ce que j'avais accompli par ma détermination et mon travail acharné. Puis est venu l'appel de mon père il y a 3 ans. Ils avaient du retard sur leur prêt immobilier. L'économie les avait durement touchés. Le lycée de maman réduisait les heures. La structure des commissions de papa avait changé. L'histoire était convaincante, remplie de détails précis sur la hausse des coûts de santé et de la taxe foncière. On déteste te demander ça, a dit papa, la voix lourde de ce que je réalise maintenant être une honte fabriquée, mais on pourrait perdre la maison, juste le temps qu'on se remette sur pied. Sans hésitation, j'ai mis en place des virements automatiques pour leur mensualité de prêt et 1 000 € supplémentaires par mois pour les charges et les courses. J'ai même couvert leurs taxes foncières et leur assurance. Au total, je leur envoyais plus de 3 000 € chaque mois, de l'argent que j'avais prévu d'investir pour mon propre avenir. L'automne dernier, lors d'un repas de famille, j'ai surpris une conversation qui aurait dû être mon premier véritable avertissement. Papa et Julien étaient dans le garage, parlant à voix basse, pensant ne pas être entendus. L'apport pour la maison est le gros obstacle, disait Julien. Une fois que j'aurai ça, les mensualités ne devraient pas être un problème avec le décollage de la nouvelle entreprise. La réponse de papa m'a glacé. Ne t'inquiète pas pour l'apport. On a mis de l'argent de côté chaque mois. D'ici l'été prochain,
on devrait avoir assez pour t'aider à obtenir cet endroit que tu convoites. Je suis resté figé, la tarte que j'apportais encore dans les mains. Mettre de l'argent de côté alors que je couvrais toutes leurs dépenses essentielles? Quelque chose ne collait pas, mais j'ai chassé cette pensée. Il y avait sûrement une explication. La vérité m'a frappé comme la foudre quand j'ai découvert que Julien avait ouvert non pas une, mais 3 entreprises au cours des 2 dernières années, une boutique de souvenirs sportifs, un service de nettoyage de façade, et plus récemment un food truck. Tout avait échoué de manière spectaculaire. Pourtant, il semblait toujours avoir du capital pour la prochaine aventure. Mes parents n'étaient pas du tout en difficulté financière. Ils prenaient mon argent, l'argent pour lequel je travaillais dur, et le canalisaient directement vers Julien. Il finançait ses échecs répétés et son style de vie somptueux tout en me laissant croire qu'il pourrait finir à la rue sans mon aide. Alors que cette réalisation s'ancrait en moi, j'ai senti quelque chose de fondamental changer à l'intérieur. La trahison n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de mensonge, d'être utilisé par les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. La découverte du testament n'était que le début. Une fois mes yeux ouverts, je ne pouvais plus m'empêcher de voir les schémas qui avaient toujours été là. Je suis conseillère financière, l'investigation est ma seconde nature. Il ne m'a fallu que 3 jours pour découvrir toute l'étendue de leur tromperie. D'abord, j'ai appelé leur banque directement, prétendant avoir besoin de documents pour mes impôts puisque je faisais leur paiement. La représentante du service client a été serviable et a sorti leur compte immédiatement. On dirait que le prêt a été renégocié il y a 2 ans, a-t-elle dit joyeusement. La mensualité a été considérablement réduite. Mon estomac s'est noué. Il y a 2 ans, après que j'avais déjà payé le montant original plus élevé pendant une année complète. J'ai demandé le nouveau montant du paiement. C'était près de 800 € de moins que ce que je leur envoyais mensuellement. Pouvez-vous me dire à quoi ont servi les paiements supplémentaires, ai-je demandé, gardant ma voix stable. Il semble que les fonds supplémentaires aient été dirigés vers le remboursement du capital comme demandé, a-t-elle répondu. Le prêt est en fait en avance sur le calendrier maintenant. Il pourrait sauter des paiements pendant presque un an sans pénalité. Ils ne m'avaient jamais parlé de la renégociation. Ils avaient empoché la différence chaque mois tout en me laissant croire qu'ils avaient du mal à joindre les 2 bouts. Ensuite, j'ai profité de ma pause déjeuner pour passer devant le nouveau logement de Julien, une maison nouvellement construite dans l'un des quartiers les plus prisés de Saint-Germain-en-Laye. 4 chambres, 3 salles de bain avec un garage 3 places sur un terrain d'angle. Même avec mon salaire, je ne pouvais pas me permettre un tel luxe. La propriété devait valoir au moins 700 000 €. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai consulté les registres fonciers sur mon téléphone. La maison avait été achetée il y a 6 mois. L'apport aurait été d'au moins 140 000 €. D'où venait cet argent? Alors que quelques mois plus tôt, l'entreprise de food truck de Julien avait fait faillite. Ce week-end-là, j'ai rendu une visite impromptue à la maison de mes parents, prétendant que j'étais juste dans le quartier. Maman a semblé perturbée par mon arrivée, mais m'a invité à entrer. Pendant qu'elle faisait du café, j'ai demandé à utiliser la salle de bain près du bureau de mon père. Une fois seul, j'ai rapidement fouillé le tiroir de son bureau, trouvant des relevés bancaires qu'il avait toujours gardés méticuleusement organisés. Ce que j'ai trouvé a tout confirmé. Ils avaient un compte d'épargne dont j'ignorais l'existence avec un solde de plus de 200 000 €. Les relevés montraient des dépôts réguliers correspondant au surplus que je leur envoyais au-delà de leurs besoins réels pour le prêt. Il y avait aussi de gros retraits coïncidant avec les créations d'entreprises de Julien et l'achat de sa maison. Mais la trahison financière n'était pas ce qui faisait le plus mal. En marchant dans leur maison ce jour-là, j'ai remarqué quelque chose qui me crevait les yeux depuis des années. Les murs, les étagères et la cheminée étaient un sanctuaire dédié à Julien. Des photos de lui à différents âges dominaient chaque surface. Sa photo de remise de diplôme dans un grand cadre orné. Ses trophées de football du lycée fièrement exposés. Même des photos récentes de lui devant sa nouvelle maison et avec son bras autour de mes parents. Ma présence dans ces expositions était minime. Une petite photo de famille de ma remise de diplôme du lycée glissée sur une table d'appoint. Rien de ma remise de diplôme universitaire avec mention. Rien de l'année dernière, quand j'ai gagné un prix prestigieux dans mon secteur. C'était comme si mes accomplissements n'étaient pas dignes de célébration ou de souvenirs. Dans la chambre de mes parents, j'ai remarqué une nouveauté. Un grand portrait professionnel de Julien debout entre mes parents.
Tous les trois rayonnants. Ils ressemblaient à une unité familiale parfaite. Mère, père et fils. Où étais-je sur cette photo? Nulle part. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre histoire familiale. Une note de bas de page. Une obligation qu'ils avaient remplie jusqu'à ce que je sois assez grande pour leur être utile financièrement. Toutes ces années, j'avais interprété leur distance émotionnelle comme le fait qu'ils n'étaient simplement pas tactiles ou qu'ils étaient des parents vieille école qui ne croyaient pas aux éloges excessifs. Comme j'avais eu tort. La pièce finale est arrivée quand je partais et que j'ai remarqué le téléphone de maman sur le comptoir de la cuisine. Elle était sortie arroser les plantes, me laissant un moment seul. Je n'aurais pas dû regarder, mais quelque chose m'y a poussé. J'ai pris son téléphone, qui n'avait pas de code de verrouillage. Maman n'avait jamais été douée avec la technologie. Les SMS entre elle et papa étaient juste là. J'ai fait défiler leurs échanges récents et j'ai trouvé des conversations sur moi, sur Julien, sur le testament. Leurs mots ont coupé plus profondément qu'aucun couteau n'aurait pu le faire. Sophie a toujours été si indépendante, si autonome, avait écrit ma mère. Elle a fait son chemin sans avoir besoin de nous. Julien apprécie vraiment la famille. Il est notre héritier légitime en esprit. La réponse de mon père, d'accord. Sophie a sa carrière et sa propre vie. Elle n'a pas besoin de notre aide ni de nos biens. Julien perpétuera notre héritage familial comme un fils le devrait. J'ai reposé le téléphone, ma main tremblant. Leur vrai fils. C'est ainsi qu'ils le voyaient. Pas comme un neveu qu'ils avaient aidé à élever, mais comme l'enfant qu'ils auraient souhaité avoir à ma place. Je ne soutenais pas seulement financièrement mes parents. Je soutenais financièrement une famille qui m'avait exclu émotionnellement il y a longtemps. En rentrant chez moi, les larmes brouillaient ma vision. Des années de souvenirs repassaient dans mon esprit, vus maintenant à travers une nouvelle lentille douloureuse. Les matchs de foot que mes parents manquaient parce qu'ils assistaient au tournoi de Julien. Les cérémonies de remise de prix scolaires où je regardais dans le public et voyais des sièges vides là où ils auraient dû être. Les innombrables fois où ils avaient présenté Julien comme un fils pour nous pendant que je restais silencieusement à côté d'eux. Mon rôle dans la famille non reconnu. Ce soir-là, j'ai annulé tous les virements automatiques. Absolument tous. Le prêt immobilier, les factures, l'argent de poche supplémentaire que j'envoyais. Tout. Je ne les confronterai pas. Pas encore. Je voulais voir ce qui se passerait quand la source se tarirait soudainement. 3 semaines passèrent dans un silence atroce. Je continuais ma vie quotidienne, conseillant des clients, assistant à des réunions, dînant avec mon petit ami Thomas. Mais à l'intérieur, j'étais en tourmente constante. Chaque soir, je fixais mon téléphone, me demandant si aujourd'hui serait le jour où il remarquerait que l'argent avait cessé d'arriver. J'oscillais entre une colère justifiée et un doute écrasant. Avais-je tout mal interprété? Est-ce que je réagissais trop fort? Devrais-je simplement les confronter directement au lieu de cette approche passive? Thomas remarqua le changement en moi. Nous sortions ensemble depuis 2 ans, et il pouvait me lire comme peu d'autres le pouvaient. Quelque chose te ronge, dit-il un soir alors que nous étions assis sur mon balcon à regarder le coucher du soleil. Tu ne dors pas. Tu vérifies ton téléphone constamment. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Je n'avais encore rien dit à personne. Trop honteuse d'admettre que j'avais été prise pour une imbécile par mes propres parents. Mais l'inquiétude sincère de Thomas a brisé mes défenses, et tout est sorti, le testament, la tromperie financière, les années de négligence émotionnelle en faveur de Julien. Thomas a écouté sans interrompre, son expression s'assombrissant à mesure que je révélais l'ampleur de la situation. Quand j'ai fini, il m'a pris la main. Tu dois en parler à un professionnel, dit-il doucement. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Ce sont des décennies de manipulation émotionnelle et d'exploitation. Il avait raison. Le lendemain, j'ai appelé le docteur Valérie Martin, une psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux. Elle m'a reçu cette semaine-là, et au cours de 2 séances intensives, elle m'a aidé à comprendre ce qui se passait d'un point de vue psychologique. Ce que vous décrivez comporte des éléments de ce que nous appelons le bouc émissaire familial, a-t-elle expliqué. Dans les systèmes familiaux dysfonctionnels, parfois un enfant est inconsciemment sélectionné pour porter le poids de la projection émotionnelle de la famille, tandis qu'un autre devient l'enfant roi qui ne peut rien faire de mal. Mais pourquoi moi, ai-je demandé. La question qui me hantait depuis des semaines.
Que ai-je fait pour mériter d'être mise de côté au profit de quelqu'un qui n'est même pas leur enfant? Le docteur Martin s'est penché en avant. Cela n'a probablement rien à voir avec ce que vous avez fait. De telles dynamiques familiales découlent souvent des problèmes non résolus des parents eux-mêmes. Votre indépendance et votre autonomie pourraient en fait les menacer d'une certaine manière. Pendant ce temps, le besoin apparent de Julien renforce leur image de soi en tant que personnes importantes et nécessaires. Cela avait un sens tordu. Plus je réussissais par moi-même, plus ils semblaient s'éloigner. Plus Julien échouait et avait besoin de leur aide, plus il le rapprochait de leur cercle. Que dois-je faire maintenant, ai-je demandé. Fixer des limites, a-t-elle répondu fermement. Des limites claires et non négociables, et préparez-vous à la possibilité qu'ils ne reconnaissent jamais le mal qu'ils vous ont causé. Votre guérison ne peut pas dépendre de leur reconnaissance ou de leurs excuses. J'ai quitté cette séance en me sentant à la fois plus lourde et plus légère. Plus lourde avec la confirmation que ma dynamique familiale était effectivement toxique, mais plus légère de savoir que je n'étais pas folle de me sentir trahie. 4 semaines après avoir arrêté les paiements, c'est finalement arrivé. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Vire l'argent pour le prêt. C'est en retard de 3 jours, la banque a appelé. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu? Pas d'explication sur pourquoi ils n'avaient pas remarqué pendant presque un mois que j'avais arrêté d'envoyer de l'argent, juste une exigence, comme si je n'étais rien de plus que leur distributeur automatique personnel. J'ai fixé ces mots froids pendant longtemps, sentant un étrange sentiment de calme m'envahir. Ce message confirmait tout. À leurs yeux, ma valeur était purement transactionnelle. Après mûre réflexion, j'ai tapé ma réponse. Je pense que tu devrais demander à Julien. J'ai vu le testament. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai immédiatement éteint mon téléphone. Je savais ce qui allait se passer ensuite, et j'avais besoin de temps pour me préparer émotionnellement. Quand j'ai rallumé mon téléphone 3 heures plus tard, j'avais 37 appels manqués, 22 de ma mère, 15 de mon père. Il y avait aussi des dizaines de SMS allant de la confusion à la colère en passant par la supplication. De quel testament parles-tu? Appelle-nous immédiatement. Tu as mal compris quelque chose. Il faut qu'on en parle en personne. Le paiement du prêt est important, Sophie. Peu importe ce qui se passe, les gens ont besoin d'un endroit où vivre. Ce dernier a failli me faire jeter mon téléphone à travers la pièce. La manipulation émotionnelle était si transparente maintenant que je pouvais la voir clairement. Ils essayaient de me faire sentir coupable de ne pas les soutenir, contournant complètement le fait qu'ils me mentaient depuis des années. J'ai répondu par une seule ligne, je ne suis pas disponible pour parler pour le moment. Puis j'ai bloqué leur numéro. J'avais besoin d'espace pour penser, pour planifier mon prochain mouvement. Ce n'était pas seulement arrêter le soutien financier. C'était récupérer mon estime de soi et établir des limites qui auraient dû être en place il y a longtemps. Ce soir-là, Thomas est resté dormir. Nous étions assis sur le canapé à regarder un film quand la sonnette a retenti, puis encore, suivi de coups continus à la porte. « Sophie, ouvre cette porte tout de suite. On sait que tu es là. » La voix de mon père, plus en colère que je ne l'avais jamais entendue. Thomas m'a regardé avec inquiétude. « Tu n'es pas obligé de leur parler si tu n'es pas prête, » a-t-il dit. J'ai pris une profonde inspiration. Non, c'est le moment. Mais est-ce que ça te dérangerait de rester? J'aurais besoin de soutien. Il a hoché la tête, serrant ma main alors que je marchais vers la porte. J'ai ouvert pour trouver non seulement mes parents, mais aussi Julien. Tous les trois avaient l'air d'avoir accouru dans la panique. Ce n'allait pas être une discussion rationnelle. Ce serait une embuscade. Comment oses-tu lire des documents privés sur l'ordinateur de ton père? Ma mère a commencé avant même que je puisse parler. Son visage était rouge, ses cheveux normalement parfaitement coiffés étaient en désordre. Je me suis écarté, leur permettant d'entrer dans mon appartement, mais en gardant mon calme. Entrez, s'il vous plaît. Je pense que nous avons beaucoup de choses à discuter. Ils sont entrés, mon père regardant autour de lui avec désapprobation, comme s'il cherchait des signes que je dépensais inutilement de l'argent qui aurait pu leur revenir. Julien restait en retrait, semblant mal à l'aise et évitant le contact visuel avec moi. Thomas s'est levé du canapé et s'est présenté, offrant des poignées de main que mes parents ont acceptées à contre-cœur et que Julien a complètement ignorées. J'appréciais la présence de Thomas plus que les mots ne pourraient le dire.
Avoir un témoin de cette confrontation signifiait qu'il ne pourrait pas déformer ce qui avait été dit plus tard. Tu n'avais aucun droit de fouiller dans mes fichiers privés, a continué mon père, reprenant là où ma mère s'était arrêtée, et ensuite de nous couper les vivres sans avertissement. Sais-tu qu'on a failli rater notre paiement de prêt? Notre code de crédit aurait pu être endommagé. J'ai laissé échapper un petit rire incrédule. C'est fort, papa. Tu t'inquiètes pour ta cote de crédit alors que je viens de découvrir que vous me mentez depuis des années. On ne t'a jamais menti, a interjecté ma mère rapidement. On avait besoin d'aide et tu l'as offerte. Vous m'avez dit que vous aviez du mal à joindre les deux bouts, ai-je répondu calmement. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous avez réussi à amasser une épargne de plus de 200 000 euros. Vous m'avez dit que votre maison était en danger, mais vous avez renégocié le prêt il y a 2 ans et vous avez empoché la différence que je vous envoyais. Vous avez financé les entreprises ratées de Julien et l'apport de sa maison avec mon argent. Julien bougea, mal à l'aise. Laisse-moi en dehors de ça. C'est entre toi et tes parents. Je me suis tourné vers lui. Des années de ressentiment refoulé remontant à la surface. Vraiment, Julien? Parce que le testament que j'ai trouvé te met en plein milieu. Il te laisse tout, leur vrai fils. Ce sont les mots exacts. L'expression de ma mère est passée de la colère à quelque chose de plus calculé. Tu sors ça de son contexte, Sophie. Julien a été comme un fils pour nous. Ça ne diminue pas ta place dans la famille, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne suis-je mentionné nulle part dans le testament? Pourquoi avez-vous secrètement détourné mon soutien financier vers lui? Pourquoi votre maison est-elle un sanctuaire à ses accomplissements alors que les miens sont à peine reconnus? Mon père s'avança, son ton condescendant. Tu as toujours été difficile, Sophie. Toujours à questionner, toujours à contester. Julien comprend la loyauté familiale et le respect. La loyauté, ai-je répété, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Est-ce loyal de profiter de sa fille, de l'exploiter financièrement tout en prévoyant de tout laisser à quelqu'un d'autre? Tu n'as pas besoin de l'héritage, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. Tu as ta belle carrière, ton propre appartement. Julien est axé sur la famille. Il perpétuera notre héritage. L'implication était claire. Je n'étais pas assez famille. Mon succès et mon indépendance étaient utilisés contre moi, tordus en justification pour leur trahison. Et quel est exactement votre héritage, ai-je demandé. Apprendre à votre enfant que sa seule valeur est financière? Lui montrer que peu importe à quel point elle travaille ou combien elle donne, elle ne sera jamais suffisante. Julien a finalement pris la parole. Écoute, je n'ai pas demandé à être mis dans leur testament. Je ne savais rien de tout ça. Je l'ai fixé du regard. Vraiment, Julien? Tu ne savais pas qu'il t'aidait à acheter une maison à 700 000 euros? Tu ne savais pas qu'il finançait tes entreprises? Tu t'attends à ce que je croie ça? Il a eu la décence de détourner le regard, incapable de maintenir le contact visuel face à des mensonges aussi évidents. La vérité, a dit mon père, sa voix prenant un ton étrange, presque triste, c'est que tu n'as jamais vraiment trouvé ta place, Sophie. Depuis que tu es toute petite, tu as toujours été si différente, si indépendante. Julien avait besoin de nous. Tu n'as jamais semblé en avoir besoin. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Jamais à ma place dans ma propre famille parce que j'étais indépendante. Parce que j'avais travaillé dur et réussi sans avoir constamment besoin de leur aide. Ma mère a hoché la tête en accord. On s'est toujours senti plus comme des observateurs dans ta vie que comme des parents. Avec Julien, on se sent utile, apprécié, respecté. Je suis resté là, momentanément sans voix. Ils essayaient réellement de justifier leur abandon émotionnel en prétendant que j'étais trop autonome. C'est à ce moment-là que la porte d'entrée s'est ouverte. Thomas s'était éclipsé quelques minutes plus tôt, et maintenant il revenait, mettant son téléphone dans sa poche avec un regard significatif vers moi. J'ai tout de suite compris ce qu'il avait fait. Il avait enregistré la conversation légale dans notre contexte tant qu'une partie consentait. Je pense qu'on en a assez entendu, dit Thomas doucement, venant se tenir à mes côtés. Sophie vous a soutenu pendant des années, et c'est comme ça que vous remboursez sa loyauté, en prétendant qu'elle n'a pas sa place dans sa propre famille. Ma mère a regardé Thomas avec une hostilité nue. C'est une affaire de famille. Vous n'avez pas votre place dans cette conversation. En fait, si, ai-je dit, retrouvant ma voix.
Thomas est la famille que j'ai choisie. La famille qui m'estime pour ce que je suis, pas pour ce que je peux fournir. J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant avant de continuer. Je pense que j'ai besoin de temps. J'en ai assez entendu ce soir pour savoir que ce n'est une relation saine pour aucun d'entre nous. Je voudrais que vous partiez tous maintenant. Mon père avait l'air stupéfait. Tu nous mets dehors après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai failli rire de l'absurdité. Qu'avez-vous fait pour moi exactement, papa? À part prendre mon argent sous de faux prétextes et prévoir de tout léguer à Julien. On t'a élevé, a dit ma mère avec indignation. Nourri, habillé, mis un toit au-dessus de ta tête. C'est le minimum de la responsabilité parentale, ai-je répondu. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on obtient des points bonus, et ça ne vous donne certainement pas le droit de m'exploiter en tant qu'adulte. Julien s'est dirigé vers la porte, voulant clairement échapper à l'attention. Je me tire d'ici. C'est entre vous trois. Alors qu'il se dirigeait à contre-cœur vers la sortie, mon père s'est retourné. Ce n'est pas fini, Sophie. Tu ne peux pas juste nous couper les vivres. On est tes parents. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si, je peux. Et jusqu'à ce que vous soyez prêts à reconnaître ce que vous avez fait et à faire de véritables réparations, c'est exactement ce que je fais. Après leur départ, je me suis effondré sur le canapé, émotionnellement vidé. Thomas s'est assis à côté de moi, mettant son bras autour de mes épaules. Tu as été génial, a-t-il dit doucement. Et j'ai tout enregistré, comme tu l'as demandé. Chaque mot. Je me suis appuyé contre lui, reconnaissant au-delà de toute mesure pour son soutien. Merci. J'ai le sentiment qu'on va avoir besoin de cet enregistrement. Cette confrontation n'était pas la fin. C'était juste le début de ce qui serait probablement un long et douloureux processus d'établissement de limites et de récupération de mon estime de soi. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un sentiment de clarté. Je n'étais pas folle. Je ne réagissais pas excessivement. Leurs propres mots avaient confirmé tout ce que j'avais soupçonné sur ma place dans la hiérarchie familiale. Maintenant, je devais décider quoi faire de cette connaissance, comment me protéger tout en me battant pour ce qui me revenait de droit, tant émotionnellement que financièrement. Dans la semaine suivant la confrontation, je me suis lancé dans la recherche et la planification. Ce n'était pas juste une rupture familiale émotionnelle. Il y avait de graves problèmes financiers et potentiellement juridiques en jeu. Je devais aborder cela de manière stratégique plutôt que réactive. Ma première étape a été de consulter Maître Isabelle Dubois, une avocate spécialisée en droit de la famille et des successions. J'ai apporté des copies de tous mes dossiers financiers, chaque paiement que j'avais fait à mes parents au cours des 3 dernières années, totalisant près de 120 000 €. Maître Dubois a écouté attentivement mon histoire, prenant des notes détaillées. Quand j'ai fini, elle a levé les yeux avec une expression pensive. Il y a plusieurs angles à considérer ici, a-t-elle dit. D'abord, concernant le testament lui-même, en France, on ne peut pas déshériter totalement un enfant à cause de la réserve héréditaire, mais ils peuvent avantager grandement quelqu'un d'autre via la quotité disponible ou l'assurance vie. Cependant, le soutien financier que vous avez fourni crée une situation différente. S'ils ont déformé leur situation financière pour obtenir de l'argent de vous, ce qui semble être le cas, nous pourrions potentiellement monter un dossier pour dol ou enrichissement sans cause. Qu'est-ce que cela signifierait concrètement, ai-je demandé. Au minimum, vous pourriez poursuivre pour récupérer les fonds fournis sous de faux prétextes. Les SMS, les relevés bancaires et cet enregistrement que votre ami a fait pourraient être des preuves précieuses. Mais je dois vous avertir, les litiges contre les membres de la famille tendent à endommager définitivement les relations. Êtes-vous prête à cette possibilité? J'y ai réfléchi. La relation était déjà gravement endommagée. Une action en justice la rendrait-elle irréparable? Je ne veux pas les poursuivre tout de suite, ai-je décidé. Mais je voudrais tout préparer au cas où cela deviendrait nécessaire. Pouvons-nous tout documenter et l'avoir prêt? Maître Dubois a hoché la tête. Au cours des jours suivants, j'ai méticuleusement organisé chaque dossier financier, les relevés bancaires montrant les virements à mes parents, les SMS demandant de l'argent, l'enregistrement de notre confrontation où ils admettaient qu'ils n'avaient pas réellement besoin de l'aide financière. J'ai créé une chronologie complète documentant l'intégralité de mon soutien financier parallèlement aux entreprises de Julien et à l'achat de sa maison, montrant clairement le lien. Pendant ce temps,
mes parents avaient lancé une campagne de leur côté, une campagne visant à nuire à ma réputation au sein de notre famille élargie. Mon téléphone s'est rempli de messages de tantes, d'oncles et de cousins, exprimant tous leur inquiétude face à mon abandon de mes parents en difficulté. « Comment as-tu pu les couper alors qu'ils ont le plus besoin de toi ?» a écrit ma tante Claire. « Ils t'ont tout donné et c'est comme ça que tu les remercies », est venu un texto de mon oncle Philippe. Il est devenu clair que mes parents tissaient un récit dans lequel ils étaient les victimes et j'étais la fille ingrate et égoïste qui les avait abandonnés à leur moment de besoin. Ils avaient dit à tout le monde qu'ils risquaient la saisie parce que j'avais soudainement arrêté de les aider, omettant commodément le fait qu'ils me mentaient depuis des années et prévoyaient de me déshériter, ou du moins de réduire ma part au minimum légal. Plutôt que de m'engager dans un débat familial généralisé, j'ai répondu simplement et constamment, il y a plus dans cette situation qu'on ne vous l'a dit. J'aime mes parents et je veux ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, mais je dois établir des limites saines. 2 semaines après la confrontation, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était la banque de Julien. Apparemment, ils m'avaient listé comme référence pour une demande de prêt, et ils effectuaient un appel de vérification. J'étais stupéfaite. Après tout ce qui s'était passé, il essayait encore d'utiliser notre lien pour son bénéfice financier. J'ai refusé de fournir une référence et j'ai immédiatement appelé le numéro de mes parents, que j'avais débloqué pour des raisons pratiques. Mon père a répondu, semblant stressé. « Qu'est-ce qu'il y a, Sophie ? On est occupé. »« Papa, savais-tu que Julien vient de demander un autre prêt et m'a utilisé comme référence sans demander ?» Son hésitation m'a tout dit. Il a quelques problèmes de trésorerie temporaire avec la nouvelle entreprise. Rien de grave. Nouvelle entreprise. Il en commence une autre après 3 échecs ? Tout le monde a des revers. Au moins, il essaie de construire quelque chose, pas juste de travailler pour quelqu'un d'autre. Le mépris pour ma réussite professionnelle a piqué, mais je suis resté concentré. Comment allez-vous financièrement, maman et toi, depuis que j'ai arrêté de couvrir vos factures ? Il y eut une longue pause. On se débrouille. C'est serré, mais on va trouver une solution. Après avoir raccroché, j'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire. J'ai vérifié leur rapport de crédit. En tant que conseillère financière, j'avais accès aux bases de données financières. Et bien que ce ne soit pas strictement éthique de les utiliser pour des raisons personnelles, je devais comprendre le tableau complet. Ce que j'ai trouvé m'a choqué. Ils avaient manqué des paiements sur 2 cartes de crédit et sur leur ligne de crédit. Leur cote de crédit, autrefois excellente, avait déjà chuté de manière significative sans mes injections mensuelles d'argent. Ils étaient effectivement en difficulté pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent, mais parce qu'ils en avaient tellement canalisé vers Julien qu'ils avaient créé un style de vie dépendant de mes contributions. Le lendemain, j'ai reçu un appel paniqué de ma mère. « Sophie, la banque a encore appelé pour le prêt. On a besoin de cet argent. Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça. Maman, qu'est-il arrivé à votre compte d'épargne ? Celui avec plus de 200 000 €. Un autre silence révélateur. Comment es-tu au courant de ça ? J'ai vu les relevés, maman. Où est passé cet argent ? Ce ne sont pas tes affaires, a-t-elle dit défensivement. C'est notre fonds de retraite. Vraiment ? Où est-ce allé dans la dernière entreprise de Julien ? Où sa dette de jeu ? Dette de jeu ? De quoi parles-tu ? La confusion authentique dans sa voix m'a fait marquer une pause. Ne savait-il pas ? J'ai décidé de reculer sur ce sujet jusqu'à ce que j'aie plus d'informations. Maman, je ne peux pas continuer à vous soutenir financièrement quand vous m'avez trompé sur vos besoins et prévu de tout laisser à Julien. Ce n'est pas une question d'héritage en soi. C'est une question de tromperie, d'exploitation. On ne t'a jamais exploité, a-t-elle dit, sa voix se durcissant. Tu as offert d'aider. On ne t'a jamais forcé. Vous avez créé un faux récit selon lequel vous étiez sur le point de perdre votre maison. C'est de l'exploitation, maman. La conversation s'est terminée par son raccrochage au nez, mais cela a confirmé ce que je soupçonnais. Sans mon soutien financier, mes parents faisaient face à une véritable tension financière pour la première fois, et il semblait qu'ils n'étaient peut-être pas pleinement conscients de toutes les activités de Julien. Je devais creuser plus profondément dans la situation de Julien. Qu'était-il arrivé à tout l'argent que mes parents avaient détourné vers lui ? Pourquoi demandait-il plus de prêts alors qu'il venait d'acheter une maison coûteuse et avait soi-disant le soutien financier de mes parents ? Les réponses allaient venir d'une source inattendue,
une qui changerait toute la dynamique de ce conflit familial. L'email est arrivé 3 jours plus tard d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Amélie. l.dubois@gmail.com. L'objet disait simplement, à propos de Julien et de tes parents. J'ai failli le supprimer comme spam, mais j'ai décidé de l'ouvrir d'abord. C'était d'Amélie Dubois, l'ex-copine de Julien. Ils étaient sortis ensemble pendant presque 2 ans avant de rompre il y a 6 mois, à peu près au moment où il a acheté sa nouvelle maison. Sophie, commençait l'email, tu ne me connais pas bien, mais je suis sorti avec ton cousin Julien jusqu'au début de cette année. J'entends parler de la situation familiale par des amis communs, et il y a des choses que tu devrais savoir. Julien n'est pas celui que tes parents pensent qu'il est. J'ai des informations qui pourraient t'aider à comprendre ce qui se passe vraiment. Peut-on se rencontrer en personne? Je ne me sens pas à l'aise de tout mettre dans un email. J'étais sceptique mais intrigué. Après avoir confirmé son identité via les réseaux sociaux et des connexions communes, j'ai accepté de la rencontrer dans un café du centre-ville, un lieu public où nous pourrions parler en privé. Amélie est arrivée pile à l'heure. Elle avait la trentaine, habillée professionnellement avec une attitude sérieuse qui correspondait à la gravité de notre rencontre. Après avoir commandé un café, nous avons trouvé une table isolée dans un coin. Merci de me rencontrer, a-t-elle commencé. Ce n'est pas facile, mais après avoir entendu ce qui se passe avec ta famille, j'ai senti que je devais te contacter. Que as-tu entendu exactement, ai-je demandé prudemment. Que tes parents te déshéritent en faveur de Julien. Qu'ils ont pris ton argent tout en finançant son train de vie. Qu'ils le considèrent comme leur vrai fils. Elle a secoué la tête. Tout cela fait partie de la manipulation. Quelle manipulation? Amélie a pris une profonde inspiration. Julien a délibérément creusé un fossé entre toi et tes parents pendant des années. Il les voyait comme sa vache à lait, son filet de sécurité. Tu étais l'obstacle. Elle a sorti son téléphone et a ouvert un dossier de capture d'écran, des conversations SMS entre elle et Julien pendant leur relation. Elle m'a tendu le téléphone et j'ai commencé à faire défiler des messages qui m'ont glacé le sang. Tes parents sont si faciles à manipuler, disait un texto de Julien. Dis-leur juste à quel point tu as besoin d'eux, à quel point la famille est importante, et ils gobent tout. Pendant ce temps, Sophie fait ses trucs dans son coin, ne leur donnant pas l'attention qu'ils désirent. Leur insécurité est mon opportunité. Un autre message, dîner avec tante Lisa et oncle Tom ce soir. J'ai lâché quelques commentaires subtils sur la façon dont Sophie semble trop occupée par sa carrière pour vraiment se soucier des traditions familiales. Ils ont tout gobé. Ils sont si désespérés de se sentir nécessaires. J'ai levé les yeux vers Amélie, stupéfaite. Pourquoi me montres-tu ça? Pourquoi maintenant? Son expression s'est adoucie. Parce que ce qu'il fait est mal. Je n'ai pas réalisé toute l'étendue de la chose avant notre rupture. Il a toujours été manipulateur, mais je pensais que c'était juste sa personnalité. Ce n'est que quand je l'ai surpris à mentir sur des choses majeures que j'ai commencé à tout assembler. Quelle chose majeure? Elle a hésité. Ses jeux d'argent. Il a un sérieux problème, Sophie. Ces entreprises qu'il a lancées, elles n'ont jamais été destinées à réussir. C'était des couvertures pour expliquer l'argent qu'il recevait de tes parents et pour blanchir ses gains occasionnels au jeu. Quand il perd, ce qui arrive la plupart du temps, il va voir tes parents avec une autre idée d'entreprise ou une opportunité d'investissement. Cela expliquait tellement de choses aux les entreprises ratées, le besoin constant de plus de capital. La nouvelle maison achetée à un moment où il aurait dû être ruiné par ses faillites. Il doit beaucoup d'argent à des gens dangereux, a continué Amélie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a rompu. J'ai trouvé des textos menaçants sur son téléphone. Quand je l'ai confronté, il a admis qu'il était endetté auprès de prêteurs sur gage pour plus de 150 000 €. J'ai eu la nausée. Mes parents n'avaient aucune idée qu'il finançait une addiction. Ils pensaient soutenir des efforts entrepreneuriaux, aider leur vrai fils à construire un avenir. Au lieu de cela, ils permettaient une habitude destructrice qui pourrait potentiellement les mettre tous en danger. Il y a plus, a dit Amélie doucement. Il parle de la maison et des biens de tes parents comme s'ils étaient déjà à lui. Il a des plans pour tout vendre une fois qu'il héritera de la maison familiale, des objets de famille, tout ça. Il a déjà parlé avec des agents immobiliers de la valeur potentielle de la propriété. Je me suis adossé, assimilant ce flot d'informations. Pourquoi mes parents seraient-ils si aveugles à cela?
Ce ne sont pas des gens stupides. La manipulation émotionnelle est puissante, a-t-elle répondu. Julien a compris leurs insécurités et les a exploitées magistralement. Il les a fait se sentir nécessaires, appréciés, respectés ou toutes les choses qu'ils sentaient qu'ils n'obtenaient pas de leur relation avec toi. Pas parce que tu ne fournissais pas ces choses, mais parce qu'il travaillait activement pour leur faire croire que tu ne le faisais pas. As-tu d'autres preuves à part ces textos, ai-je demandé. Bien que les messages soient accablants, ils pourraient ne pas suffire à convaincre mes parents, qui pourraient les rejeter comme hors contexte ou fabriqués. Amélie a hoché la tête. J'ai tenu un journal pendant notre relation. J'ai des dates, des heures, des conversations spécifiques où Julien exposait ses stratégies pour manipuler tes parents. Et j'ai des échanges de mails où il discutait de ses dettes de jeu et de ses plans pour leur bien. Elle a promis de tout compiler et de me l'envoyer de manière sécurisée. En nous séparant, elle m'a touché le bras. Fais attention, Sophie. Julien ne prendra pas bien cette exposition. Il a investi des années dans cette manipulation. Il n'abandonnera pas son futur héritage sans se battre. Je suis rentré chez moi dans un état second, mon esprit tourbillonnant à cause de ces révélations. La situation n'était pas seulement une question de préférence de mes parents pour Julien. C'était une question de manipulation active et calculée par quelqu'un exploitant leurs vulnérabilités émotionnelles à des fins financières. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre appel inattendu. Celui-ci de ma grand-mère maternelle, mamie Hélène. À 84 ans, elle restait vive d'esprit et avait toujours été la boussole morale de la famille. Sophie, a-t-elle dit quand j'ai répondu, nous devons parler de ce qui se passe avec tes parents. Peux-tu venir déjeuner aujourd'hui? J'ai accepté immédiatement. Mamie avait toujours été une force stabilisatrice dans la famille, et sa perspective serait précieuse. Quand je suis arrivé à sa maison de banlieue bien rangée, elle m'attendait avec un repas fait maison et une expression sérieuse. Après de brèves politesses, elle est allée droit au but. Ta mère m'a appelé très bouleversée par votre dispute. Elle m'a donné sa version des faits, mais j'aimerais entendre la tienne. Je lui ai tout raconté. La découverte du testament, la tromperie financière, la confrontation, et maintenant les révélations sur la manipulation et les jeux d'argent de Julien. Elle a écouté sans interrompre, hochant parfois la tête comme si les pièces d'un puzzle se mettaient en place pour elle. Quand j'ai fini, elle a soupiré profondément. Je soupçonnais que quelque chose ne tournait pas rond depuis des années. La façon dont ils élevaient Julien tout en te prenant pour acquise ne m'a jamais plu. Pourquoi penses-tu qu'ils étaient si sensibles à cela? J'ai posé la question qui me hantait. Les yeux de mamie ont pris un air lointain. Ta mère a toujours lutté contre l'insécurité. Enfant, elle cherchait constamment l'approbation, la validation. Ton père est pareil. Il a besoin d'être nécessaire pour se sentir important. Quand tu es devenue indépendante, brillante par toi-même, ils l'ont interprété comme le fait de ne pas avoir besoin d'eux. Mais ce n'est pas juste, ai-je protesté. Les parents ne devraient-ils pas vouloir que leurs enfants deviennent indépendants? Dans les familles saines, oui, a-t-elle répondu. Mais ta mère. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Quand elle était jeune, elle vivait dans l'ombre de sa sœur. Amélie était la jolie, la populaire, celle que tout le monde remarquait. Ta mère était la responsable, la fiable qui ne recevait jamais la même attention. Elle a fait une pause, semblant peser ses mots suivants avec soin. Je pense que d'une certaine manière, elle a été jalouse de ton indépendance et de ton succès. Cela déclenche ces vieux sentiments d'insuffisance. Et Julien, consciemment ou non, a exploité cette vulnérabilité. Il l'a fait se sentir importante, nécessaire, validée d'une manière que ton autosuffisance ne le fait pas. Cette perspective a jeté une nouvelle lumière sur toute mon enfance. La distance émotionnelle de ma mère, sa préférence apparente pour Julien, ce n'était pas seulement parce qu'il était plus aux familles. C'était à cause de ses propres insécurités et jalousies non résolues. Que dois-je faire, mamie, ai-je demandé. Je ne peux pas continuer à les soutenir financièrement, surtout en sachant où va vraiment l'argent. Mais je ne veux pas non plus les abandonner à la manipulation de Julien. Elle a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Cette famille a besoin de vérité, Sophie. Une vérité douloureuse et inconfortable. Je pense qu'il est temps pour une vraie réunion de famille avec moi présente en tant que partie neutre. Apporte tes preuves. Je m'assurerai que tout le monde écoute. Mamie avait toujours été respectée par tout le monde dans la famille. Si quelqu'un pouvait faciliter une conversation productive, c'était elle.
Je t'aiderai à préparer, a-t-elle dit. Et peu importe comment ils réagissent, sache ceci, j'ai toujours été fier de toi. Ton indépendance, ton intégrité, ce sont des vertus, pas des défauts. Ne laisse jamais personne te faire sentir le contraire. J'ai quitté sa maison en me sentant à la fois appréhensive et pleine d'espoir. Le chemin à parcourir serait difficile, mais pour la première fois, j'avais des alliés. J'avais des preuves. Et surtout, j'avais une compréhension plus claire des dynamiques émotionnelles complexes qui avaient façonné mes relations familiales. La vérité allait éclater d'une manière ou d'une autre. Que mes parents puissent l'accepter et que notre relation puisse y survivre restait à voir. La réunion de famille était fixée pour le samedi après-midi chez ma grand-mère. Terrain neutre avec mamie comme médiatrice. J'ai passé les jours précédents à organiser toutes mes preuves, dossiers financiers, SMS, emails et les informations qu'Amélie avait fournies sur les jeux et la manipulation de Julien. Thomas a proposé de venir avec moi, mais j'ai décidé que cela devait rester strictement familial. Il s'agissait d'années de schémas dysfonctionnels et de vérités cachées qui devaient être abordées de front. Je suis arrivé tôt pour aider mamie à préparer. Elle avait disposé son salon avec des chaises en cercle, personne en bout de table, tout le monde égal. Sur une table d'appoint, elle avait placé des photos de toutes les années, réunions de famille, vacances, remises de diplômes, un rappel visuel de ce qui était en jeu. Souviens-toi, a conseillé mamie alors que nous entendions des voitures entrer dans l'allée. Reste calme, tiens-toi aux faits et garde le focus sur la guérison, pas la punition. Mes parents sont arrivés en premier, l'air anxieux. Ils ont salué mamie chaleureusement, mais ne m'ont donné que des hochements de tête raides. Julien est arrivé avec 10 minutes de retard, clairement mécontent d'être là. À ma grande surprise, ma tante Catherine, la sœur de ma mère et mère de Julien, s'est également jointe à nous, ayant pris l'avion depuis Nice à la demande de mamie. Une fois tout le monde assis, mamie a pris les choses en main. Nous sommes ici aujourd'hui parce que cette famille est fracturée, et il est temps de guérir ces fractures. Il n'y aura pas d'interruption, pas de voix élevées, et personne ne partira avant que nous ayons abordé les problèmes en cours. Sophie a des informations à partager, et tout le monde écoutera respectueusement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé, me concentrant sur le maintien d'un ton stable et factuel. Il y a 3 ans, j'ai commencé à soutenir financièrement maman et papa parce qu'ils m'ont dit qu'ils risquaient de perdre leur maison. Depuis lors, j'ai fourni plus de 120 000 € en soutien direct. J'ai distribué des copies des relevés bancaires montrant mes virements réguliers, suivis de la documentation de la situation financière réelle de mes parents, le prêt renégocié, le compte d'épargne secret, l'argent détourné vers Julien. Il y a 2 mois, j'ai découvert par hasard que malgré l'acceptation de ce soutien, vous prévoyiez de laisser tout ce que vous pouviez à Julien dans votre testament, en vous référant à lui comme votre vrai fils. J'ai regardé directement mes parents, dont les visages étaient devenus pâles. J'ai aussi découvert que l'argent que je fournissais n'allait pas aux besoins essentiels, mais était redirigé pour financer le style de vie et les entreprises de Julien. Mon père a commencé à interrompre, mais mamie a levé la main. Laisse-la finir, Tom. Tu auras ton tour. J'ai continué, décrivant la chronologie de la tromperie et l'impact émotionnel de découvrir que j'avais été manipulé et exploité par mes propres parents. Puis je suis passé aux révélations sur Julien. Ce que vous ne savez pas, ai-je dit en regardant mes parents, c'est que l'argent que vous avez donné à Julien, le vôtre et celui détourné de moi, n'est pas allé dans des entreprises légitimes. J'ai distribué les preuves qu'Amélie avait fournies, SMS, email, et sa déclaration sur l'addiction au jeu de Julien et sa manipulation délibérée de mes parents pour creuser un fossé entre nous. Le silence dans la pièce était total alors qu'il lisait les documents. Le visage de Julien était devenu livide. Ma mère a laissé échapper un petit hoquet en lisant le SMS où Julien se vantait de manipuler leurs insécurités. Ce sont tous des mensonges, a finalement bafouillé Julien en se levant. Elle invente ça parce qu'elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse de notre relation. Assieds-toi, Julien, a dit mamie fermement. Ces messages proviennent de tes propres comptes. Prétends-tu qu'ils sont fabriqués? Elle essaie de vous monter contre moi, a-t-il insisté, mais sa voix manquait de conviction. Ma tante Catherine, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a pris la parole. Julien, je reconnais ton style de texto, la façon dont tu écris, les phrases que tu utilises. Ce sont tes messages. Elle s'est tournée vers mes parents. Lisa, Tom, je n'avais aucune idée que cela se produisait. Je savais que vous étiez proche de Julien,
mais je n'aurais jamais imaginé qu'il exploitait cette relation de cette façon. Ma mère pleurait silencieusement, les papiers tremblants dans ses mains. Mon père était assis, rigide, le visage illisible. Il y a une dernière chose que vous devriez savoir, ai-je dit doucement. Julien est lourdement endetté auprès de personnes dangereuses à cause de son jeu. Le prêt pour sa maison est déjà en retard. Les entreprises que vous l'avez aidé à démarrer n'ont jamais été destinées à réussir. C'était des couvertures pour ses activités de jeu et des moyens d'expliquer les rentrées d'argent soudaines quand il gagnait occasionnellement. Julien s'est précipité vers la porte. Je n'ai pas à écouter ces mensonges. Si tu pars maintenant, Julien, tu confirmes tout, a crié mamie après lui. Reste et défends-toi si ce sont vraiment des mensonges. Il a hésité, puis a ouvert la porte et est parti en la claquant derrière lui. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je ne voulais pas le croire, a finalement chuchoté ma mère. Mais en voyant tout étalé comme ça. Comment avons-nous pu être si aveugles? Mon père avait laissé tomber sa tête dans ses mains. Tout cet argent. L'argent que tu nous envoyais, Sophie. Nos économies. Tante Catherine s'est déplacée pour s'asseoir à côté de ma mère, mettant un bras autour de ses épaules. Lisa, nous avons tous été trompés par des gens que nous aimions. La question est de savoir ce que vous faites maintenant avec la vérité. Mamie a repris le contrôle de la conversation. Tom, Lisa, je pense qu'il est temps que vous reconnaissiez le mal que vous avez causé à Sophie. Pas seulement l'exploitation financière, mais les années de négligence émotionnelle pendant que vous éleviez Julien à une position qu'il ne méritait pas. Mes parents se sont regardés, une communication silencieuse passant entre eux. Mon père s'est tourné vers moi, les yeux remplis de honte. Nous n'avons aucune excuse, a-t-il dit doucement. Nous avons eu tort. Profondément, inexcusablement tort. Je ne sais pas si tu pourras jamais nous pardonner. Mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. Tout. Comment nous avons profité de ta générosité. Comment nous avons échoué à t'apprécier en tant que fille. Ma mère luttait pour parler à travers ses larmes. J'ai été si injuste avec toi, Sophie. Catherine a raison. Nous étions aveuglés. Pas seulement par la manipulation de Julien, mais par nos propres problèmes. Je pense que j'ai été jalouse de ton indépendance, de ton succès, de ta capacité à créer une vie sans avoir besoin de validation constante. Elle a regardé sa sœur. De la façon dont j'ai toujours été jalouse de toi en grandissant. J'ai répété le même schéma avec ma propre fille. C'était la chose la plus honnête que ma mère m'ait jamais dite. L'aveu a frappé au cœur de notre relation dysfonctionnelle. Pour la première fois, elle voyait et reconnaissait son propre rôle dans la dynamique familiale. Où allons-nous à partir de maintenant, a demandé mon père, l'air perdu. Mamie a repris la parole. Cela dépend de ce que tout le monde veut. Sophie, de quoi as-tu besoin pour avancer? J'avais longuement réfléchi à cela. J'ai besoin de plusieurs choses. Premièrement, une reconnaissance et des excuses sincères pour la tromperie financière et le favoritisme émotionnel. Deuxièmement, un engagement à une thérapie familiale pour aborder les problèmes sous-jacents. Troisièmement, un testament équitable qui ne m'exclut pas en tant que fille. Et enfin, des limites claires pour l'avenir, y compris l'indépendance financière de votre part. Je ne peux pas continuer à vous soutenir financièrement, surtout en sachant que l'argent était mal utilisé. Mes parents ont hoché la tête, l'air humble. Nous devons aussi aborder la situation de Julien, a dit tante Catherine. S'il a vraiment des dettes de jeu envers des gens dangereux, cela vous met tous en danger. Je peux aider avec ça, ai-je proposé. J'ai des contacts avec des spécialistes de l'addiction au jeu et des conseillers financiers qui traitent de la consolidation de dettes, mais il doit vouloir l'aide. Dans les heures qui ont suivi, nous avons parlé plus ouvertement et honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des décennies. Des vérités douloureuses ont été reconnues. Des larmes ont été versées. Au moment de nous séparer, nous avions un plan provisoire pour avancer au pas avec un pardon et une confiance instantanée, mais avec des pas prudents vers la guérison et la reconstruction. 6 mois plus tard, beaucoup de choses avaient changé. Mes parents s'étaient engagés pleinement dans des séances hebdomadaires de thérapie familiale où nous déballions progressivement des décennies de schémas dysfonctionnels. Ils avaient réécrit leur testament, divisant leurs biens équitablement entre Julien et moi. Bien que Julien soit resté distant et résistant à l'aide pour son addiction au jeu, mes parents avaient également pris la responsabilité de leur situation financière,
déménageant dans une maison plus petite pour éliminer entièrement leur prêt immobilier. La vente de leur maison avait libéré assez de capital pour payer leurs dettes restantes et créer un modeste fonds de retraite qu'ils géraient maintenant de manière responsable. Plus important encore, les dynamiques émotionnelles changeaient. Ma mère avait commencé une thérapie individuelle pour traiter ses insécurités de longue date et ses problèmes de jalousie. Mon père apprenait à exprimer son appréciation et sa validation sans avoir besoin de se sentir nécessaire en retour. De petits gestes montraient leurs efforts sincères pour changer. Ma mère avait créé un mur de photos dans leur nouvelle maison qui célébrait également mes réussites aux côtés des souvenirs de famille. Mon père avait commencé à appeler régulièrement juste pour prendre des nouvelles, pas pour demander quoi que ce soit. Ils faisaient tous deux des efforts sincères pour apprendre à connaître Thomas, l'incluant dans les réunions de famille et montrant de l'intérêt pour sa vie et son travail. Quant à moi, j'avais trouvé une force inattendue à travers cette épreuve. Me défendre avait été terrifiant mais transformateur. Je ne cherchais plus la validation de personnes incapables de la donner. J'avais établi des limites saines tout en restant ouverte au changement authentique et à la réconciliation. Mamie était devenue une partie encore plus importante de ma vie, nos déjeuners hebdomadaires étant une tradition chérie. Tante Catherine et moi avions développé une relation plus étroite, trouvant un terrain d'entente dans nos expériences avec les dynamiques familiales. Thomas m'a demandé en mariage 3 mois après la réunion de famille, mettant un genou à terre sur le balcon où je m'étais confié à lui pour la première fois sur la trahison de ma famille. « Tu m'as appris à quoi ressemble le courage », a-t-il dit en tendant la bague. « Je veux construire une famille avec toi, une famille basée sur l'honnêteté, le respect et l'amour véritable. » Par une fraîche soirée d'automne, assis dans notre restaurant préféré pour célébrer nos fiançailles, j'ai réfléchi au parcours de l'année écoulée. La douleur avait été atroce, les révélations dévastatrices. Mais à travers tout cela, j'avais découvert une vérité essentielle. Parfois, la chose la plus courageuse n'est pas de pardonner aux autres, mais d'être prêt à forger une nouvelle relation une fois que les gens ont vraiment changé. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Je voulais juste te dire que je t'aime. Pas de raison, pas de demande, juste de l'amour. Des mots simples qui auraient semblé impossibles il y a un an. Un petit pas dans un long voyage de guérison. J'ai montré le message à Thomas et il a souri. La famille, c'est compliqué, a-t-il dit en levant son verre. À la nôtre, et à celle que nous construisons avec les yeux ouverts et le cœur grand ouvert. J'ai trinqué avec lui, me sentant vraiment en paix pour la première fois depuis des années. L'héritage qui avait commencé ce voyage n'avait jamais vraiment été une question d'argent ou de propriété. Il s'agissait d'être valorisé, d'être vu, d'être vraiment accepté comme une fille, pas juste une ressource financière. En fin de compte, j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel héritage matériel, le respect de soi, des relations authentiques et la certitude que j'étais assez forte pour défendre ma valeur, même contre ceux que j'aimais le plus.